Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur les antennes Equinox Télévision à l'instant avec 10-12. Le Zénith, nous sommes le 24 décembre 2020. Quelles sont les conditions dans lesquelles les familles camerounaises préparent-elles les fêtes de la nativité au Cameroun? Comment apprécient-elles ces moments, on dira ces dernières heures avant de rentrer dans ces fêtes de la nativité? Dans les marchés, aujourd'hui, on crie de ce qu'on ne parvient pas à écouler, les produits mis en place pour permettre aux familles, bien évidemment, de s'amuser véritablement. Des familles sont également aux abois, ne serait-ce qu'à relire simplement les réactions sur les réseaux sociaux aujourd'hui. D'aucunes pensent en réalité qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de nourriture pour pouvoir passer de bonnes fêtes de la nativité au Cameroun. Les raisons sont multiples en réalité. Aujourd'hui, le Cameroun peine réellement à le dire de façon officielle. Le pays n'a pas d'argent. La crise du Covid-19 également a eu son lot de malheur sur le peuple camerounais aujourd'hui. Mais comment comprendre en réalité qu'à travers tous ces moments, le gouvernement camerounais n'est pas prévu les réalités auxquelles les familles sont exposées à la veille des fêtes de la nativité? Madame, Messieurs, laissez-nous vos commentaires, mais surtout vos réactions. Dites-nous comment vous appréhendez à quelques heures ces fêtes de la nativité au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe réellement à Camerco? L'entreprise d'État veut encore licencier un peu plus de 150 employés pour des raisons qui lui sont propres aujourd'hui. Peut-on dire au regard de la situation que Camerco peine véritablement à se repositionner? Quels sont les enjeux qui entourent ce nouveau licenciement quand on sait qu'il y a quelque temps des entreprises et surtout des privés ont été appelés à investir pour la relance de Camerco aujourd'hui? Pourquoi licencier à ce moment précis et pour une durée de 6 mois? Les raisons sont multiples, madame, messieurs. D'ailleurs, le document fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. À lire, à comprendre, mais surtout à analyser à travers les réalités contextuelles, économiques et surtout structurelles que comporte le Cameroun aujourd'hui. La grande famille en ce 24 décembre est présente et avec elle encore jusqu'à 12 heures. Nous aurons l'occasion de vous accompagner, mais surtout de vous permettre de mieux lire le Cameroun qui est le nôtre et que nous voulons chaque jour construire véritablement. Charles Amem Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gatchou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous avez parlé de Camerco. On parle d'une idée potentielle de licenciement de 130 employés pour des raisons économiques. Telles est les rumeurs qui circulent. 130 personnes vont être licenciées pour des raisons économiques. Mais dans tous les cas, c'est la période des fêtes, grosse insécurité et succession de questions. Que s'est-il réellement passé à Bafoussam, où l'on apprend que 2 heures seulement après avoir été présenté à la presse, un gang de malfrats a été aussitôt libéré. 2 heures seulement après avoir présenté, pourtant c'était de redoutables bandits. Qu'est-ce qui a motivé la libération? Dans tous les cas, les enquêtes sont en train de se poursuivre pour savoir véritablement ce qui a motivé cela. Terminons en tirant un grand coup de chapeau au régional de la police du littoral, M. Raymond Essogo. Bravo à vous, bravo à vos éléments qui ont réussi à neutraliser ces coupeurs de route, ou alors à faire fuir ces coupeurs de route qui ont agi. Elle était 3 heures, bien à quelques minutes ou quelques mètres du péage de Déa, où à l'aide d'une herse, ils ont commencé à sortir sur des véhicules et faire des braquages. C'est grave, bravo à vous, mais redoublez davantage, s'il vous plaît, des efforts pour sécuriser les citoyens à cette fin de d'année. Vous dites bien évidemment bravo à M. Essogo, mais nous l'interpellons sur les motos arrêtées, retenues au courant de l'année d'André Blaise Essama. Il devrait, quoi qu'il en soit, lui aussi, en tant que régional de la police, tout faire pour que Essama rentre en possession de ses motos quand on sait exactement le poids qu'il a porté dans ses arrestations. Bonjour à vous, Momo Bengan Kandje. Bonjour, monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous avez parlé de Camerco, moi je connais la Camer. Et à notre époque, il y avait des vols directs et réguliers, Douala, Bangui et Douala. Que se passe-t-il en République centrafricaine, l'ex ou Bangui Chari? La communauté internationale, je dis bien, l'Organisation des Nations Unies avait décidé que ce pays ne sera jamais un État stable, tout comme le Liban.
chapeau, coup de chapeau au président Touadéra pour avoir su intégrer dans son dispositif sécuritaire l'Angola, le Rwanda et surtout la Russie. Et surtout la Russie. Si vous vous êtes bien rappelé, monsieur le président, coup de chapeau, comment s'est passé l'assassinat, là-bas on parle de mort, nous parlons de l'assassinat de Barthélemy Boganda, vous savez bien, qui était d'ailleurs suivi par l'assassinat de Dag Hammarskjöld, le Suédois qui était à l'époque secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La France n'acceptera pas que votre pays soit un État stable, mais tenez bon, et surtout, il faut introduire, il faut interpeller, il faut éduquer, il faut sensibiliser les Centrafricains pour cet état des choses. Parce que l'ex-Ubangui-Chari et le Cameroun, parce que c'est ici le port, lorsque la France négocie l'entrée dans le port de Douala en 1916, parce qu'elle n'avait pas accès à la mer, il s'est passé beaucoup de choses entre votre frère camerounais. Il faut tenir bon. Vous avez commencé déjà au niveau médical. Dites aux Centrafricains clairement que la France est un élément perturbateur pour vivifier l'État centrafricain. Tenez bon. Et surtout, quand vous priez Dieu, dites-lui, Seigneur, préserve-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Voilà. Quand on identifie son ennemi, il faut justement s'en occuper, mais surtout se préserver, surtout des amis. Et vous parlez Mbombo Mbengan Kandji, de la Centrafrique aujourd'hui. Il est aussi important d'interpeller le peuple centrafricain sur les nombreux articles venant justement de la France qui tendent simplement à salir l'image de la Centrafrique aujourd'hui, mais surtout de l'actuel président qui est en exercice et qui est d'ailleurs pour le moment en candidat, puisque les élections vont se dérouler ce 27 décembre assurément, même si on le sait, c'est dans des conditions assez compliquées avec des tensions. Disons-le, il y a les amis de la Russie, notamment le Rwanda et les amis de la Centrafrique, notamment la Russie et le Rwanda, et qui sont sur le terrain avec leurs armées. Et maintenant, qui est derrière ceux qui veulent renverser le président Touadéra en ce moment au pouvoir? Mbombo Mbengan, vous l'avez très bien dit, il faut identifier ses ennemis et il faut justement s'en méfier. Bonjour à vous, Karine Sontia. Bonjour Michel Gachou, bonjour à nos téléspectateurs. La Covid ou le Covid-19, selon vos volontés, veut emporter le ministre Manaouda Malachi. Le 15 décembre dernier, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a ordonné le décaissement de 32 555 000 francs pour une mission spéciale d'audit des fonds relatifs à la lutte contre la Covid-19 au Cameroun. Aussi, on sait que le 21 décembre dernier, le ministre Manaouda Malachi invitait l'honorable Jean-Michel Nitcheux à venir discuter de toutes les accusations qui pèsent contre lui et lui donner tout le rapport. Sauf que le ministre Jean-Michel Nitcheux a donné une fin de non-recevoir et a dit ne pas être médecin. Par contre, il pouvait convier des médecins à venir assister à cette réunion. Finalement, qu'est-ce qui va se passer à la suite de cet audit? À analyser d'ailleurs tout à l'heure, Karine Sontia, et puis on reviendra sur ce document qui fait le tour des réseaux sociaux. Mais avant de donner la parole à Dominique Audrey, il est important de dire au peuple africain qui nous regarde effectivement qu'en ce moment en Côte d'Ivoire, la branche pro-Gbagbo, baptisée GOR, souvenez-vous bien, Gbagbo ou rien, a annoncé qu'elle participera aux élections législatives au printemps 2021 en Côte d'Ivoire. Et le parti d'opposition de l'ex-président Gbagbo avait boycotté toutes les élections depuis 10 ans. Et d'ailleurs, dit-on même en Côte d'Ivoire que ce parti n'est pas reconnu par l'État ivoirien. Mais surtout, disent-ils, ils vont participer aux élections législatives du printemps 2021. Dominique Audrey-Yengelek, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. L'histoire que je vais vous lire ce matin
C'est l'histoire d'un jeune homme qui est âgé aujourd'hui de 26 ans et sa copine est âgée sensiblement de 22 à 20 par là. Ils se sont rencontrés alors que le garçon était en classe de première il y a 7 ans et la jeune fille était, elle, âgée de 16 ans et elle était en classe de troisième. Ils se sont mis ensemble et pendant 3 ans, ils ont eu une relation. Et à la suite de cette relation, elle a conçu. Il a découvert que la fille était enceinte, n'ayant pas de moyens, il a décidé d'en parler à ses parents et ses parents ont promis de l'accompagner dans l'encadrement, le soin et de sa copine et de son enfant. Donc c'était une bonne nouvelle venant de son côté. Sauf que lorsque sa famille et lui se rapprochent de la famille de la fille pour se présenter comme auteur de la grossesse, les parents de la fille ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à accepter que leur fille porte l'enfant d'un homme sans avenir, donc qu'elle allait se faire avorter. Les deux ont décidé de garder leur enfant et avec le soutien de la famille du garçon, ils ont fugué. Ils sont partis de la ville de Tchang et ils se sont installés ici à Douala chez la tante du garçon. Et aujourd'hui, la fille a donné naissance à un garçon qui est âgé de 3 ans. Sauf que le garçon qui nous écrit mentionne que dans la famille de sa copine, il n'y a pas de garçon. Et le père de la fille exige qu'on lui envoie ce garçon-là parce qu'il est son héritier aujourd'hui. Il veut impérativement avoir cet enfant. Tellement il les a harcelés, entre guillemets, comme le dit le garçon, ils ont porté plainte contre le potentiel beau-père. Et comme le beau-père a le bras long, a suffisamment de moyens, la situation s'est retournée contre le père de l'enfant aujourd'hui qui a passé 2 jours en garde à vue, dit-il. La fille est en contact permanent avec sa mère, mais il dit que son père est allé au village pour rencontrer les parents de la fille, essayer d'arranger. Et là-bas, on lui a redit la même chose. Votre fils, c'est un vaurien, on ne veut pas de lui. Donc le garçon aujourd'hui est apeuré. Il a peur que son beau-père, le grand-père de son enfant, réussisse à prendre son enfant et il aimerait avoir des conseils. Comment garder son enfant avec lui? Merci beaucoup Dominique Audrey. C'est une histoire qui vous est également racontée ce matin, madame, messieurs. On attend vos propositions, vos avis sur les pages 10-12 Le Zénith, sur Facebook, Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live et laissez-nous un commentaire par SMS au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. C'est assez c'est récurrent dans notre société. Les parents qui estiment que leur fille ne devrait pas faire des enfants avec n'importe qui, c'est peut-être des droits des parents en même temps qui veulent protéger leur fille, mais retirer l'enfant, écarter le père, quand on sait justement que lorsqu'on a épousé la fille, l'enfant appartient automatiquement au père de la fille. Il faut quand même qu'on essaie d'encadrer cela pour mieux comprendre Dominique Audrey. Alors, lorsque vous écoutez l'histoire, il veut des conseils ce garçon. Vous lui dites quoi, vous? C'est son enfant. Moi, je ne sais pas de quoi il a peur. C'est son enfant, il a reconnu son enfant. Aujourd'hui, il travaille, il s'occupe de son enfant. Comment est-ce que le grand-père de l'enfant va faire pour le prendre? Sauf s'il vient le kidnapper ou bien qu'il utilise ses relations. C'est votre enfant et vous n'avez pas à avoir peur. Maintenant, les familles qui ont la tendance à catégoriser, marginaliser les hommes pour la plupart du temps en disant vraiment il n'a rien, c'est un élève, c'est un étudiant et tout. Vous ne connaissez pas l'avenir. Vous ne pouvez pas taxer, embrigader un enfant de 19 ans qui a fait, disons, une bêtise en disant que toute sa vie il ne restera rien. C'est quoi l'idéal du beau-fils? Celui qui vient et qui gare une voiture, celui qui vient et qui est le fils d'un ministre, ou bien d'un directeur général? Non. Le bon bluffeur? Justement, ils aiment bien ça. Quelqu'un qui va arriver, il va vous ramener à boire, il va acheter à manger à tout le monde. C'est ça que les parents aujourd'hui promeuvent. La personne qui vient avec du matériel. Un enfant de 19 ans qui va encore à l'école et qui vient tout de même avec ses parents, ça montre d'abord la bonne foi et la bonne famille qui accepte d'assumer la conséquence d'un acte posé par leur enfant. Ça, c'était la garantie que votre fille aurait pu se retrouver dans une bonne famille qui aurait pu s'occuper d'elle. Mais malheureusement, on dit à cette fille non. Vraiment, si ce gars n'a rien, comme c'est un rienton là, vraiment, il faut te faire avorter.
Et simplement pour ça, moi je crois que le père de cette fille aurait dû être puni sévèrement. Mais malgré ça, le père du garçon a voulu encore arranger les choses. En allant là-bas, vraiment, ce sont nos enfants et tout, il faut qu'on s'arrange. Aujourd'hui, on est liés. Et non, votre fils c'est un vaurien, on n'en veut pas. Mais simplement, vivez votre vie de votre côté. Quand votre fille, votre femme, votre copine, parce qu'elle n'est pas votre femme, est en contact avec sa mère, peut-être avec le concours de sa mère, on va apaiser le cœur du père qui La fille a fugué, le garçon, elle est où aujourd'hui? Elle vit avec le garçon chez sa tante. Mais comment les parents sont venus lui enlever l'enfant? Non, on veut lui enlever. Le grand-père qui est resté au village dit que c'est son garçon, donc il veut l'enfant là. On doit venir lui donner l'enfant là selon le prisme duquel l'enfant naît. Est-ce qu'il a besoin forcément de dire comment donner l'enfant? Il peut, s'il a décidé, lui en tant que grand-père, que après lui, ce sera son petit-fils qui pourra prendre la succession. Mais est-ce qu'il a besoin forcément de faire tant d'agir pareillement? Parce que moi, je me dis un peu, quelque part, c'est du remords, c'est le remords. Mais malheureusement, les parents ici, avec leur mode de pensée... Certains parents de Nicodème. Oui, je devrais dire certains parents, parce que chez nous, c'est pas comme ça. Voilà. Certains parents ont du mal à admettre les erreurs qu'ils ont commises envers leurs enfants. Aujourd'hui, ce papa... 3 ans après, se rend certainement compte que si effectivement sa fille s'était fait avorter, il aurait perdu celui qu'il appelle aujourd'hui son héritier, celui qu'il réclame aujourd'hui comme étant son enfant, il l'aurait perdu. Et peut-être c'est sa façon à lui de vouloir demander pardon. Mais est-ce que ces enfants-là comprennent? Non. Les enfants ont gardé dans la tête, le père c'est un tyran. Si on arrive là-bas, il va m'effacer complètement de la mémoire de mon enfant et je ne veux pas. Donc il y a une autre façon d'arranger les choses, que le père fasse profil bas, qu'il rappelle, ce sont ses enfants et c'est sa famille. Donc, il n'y a pas de honte à admettre envers son enfant que vraiment j'ai fait une erreur, j'aurais dû vous donner votre chance. Vous croyez un parent devrait s'adresser pareillement à ses enfants en disant « Je m'excuse mes enfants, j'ai mal pensé, j'ai mal fait ». Oui. Ça marcherait comme ça? Ça marche, il y en a qui le font. D'accord. Il y a des parents qui le font. Des parents qui ont compris qu'être parent ne veut pas dire qu'on ne peut pas commettre des erreurs. Justement, si on veut être un exemple pour ses parents, si on veut être un modèle pour ses enfants, il y a des attitudes qu'on a en face de ces enfants qui vont faire que eux également, à leur tour, ils apprendront que lorsqu'on a fait du mal à quelqu'un, il faut demander pardon. D'accord. Comment appréciez-vous le fait que des parents aujourd'hui choisissent les beaux-fils de leurs filles? Et comment dire également, oui, comment appréciez-vous également le fait que les parents, une fois la fille tombée enceinte, ferait tout ce qui est à leur possible pour que cette fille puisse avorter, quand on sait en même temps que l'avortement est puni sévèrement par la loi au Cameroun. Quelle appréciation en faites-vous aujourd'hui? Un parent pareil, Karine Santia, un papa pareil, qu'est-ce qu'on fait pour lui? On prend quand même la peine d'aller le revoir, on trouve les moyens de le ramener à la raison. Est-ce que sa fille ne peut pas peser de son poids en tant que fille de ce papa et l'amener à la raison, surtout pour l'encadrement du bébé qu'elle vient de mettre au monde? Je ne sais pas si elle le peut, parce que dans ce genre de situation, généralement, vous rentrez encore voir la famille de la femme, parce que la famille qui était venue vers vous pour prendre votre fille. C'est-à-dire que la famille du garçon, qui était très volontaire au départ, a dit « Ok, nous, on veut l'enfant et tout ». Il a dit non, il ne vous veut pas. D'abord, vous êtes même pauvre, je ne vous veux pas chez moi. Je ne veux pas que ma fille soit avec vous. Ils sont partis. On doit reprendre les négociations en fait. Il ne peut pas reprendre l'enfant là comme ça. Qui c'est, le grand-père? Il ne peut pas. Il ne peut pas reprendre l'enfant là comme ça. Parce qu'il y a eu d'abord un rejet. Même juridiquement, rien ne lui permet de prendre l'enfant comme ça. Juridiquement, il peut défendre qu'on a enlevé son enfant. Parce que les deux enfants vivaient chez un adulte ici. Et sa fille était mineure. Oui. Les deux enfants vivent chez un adulte ici. Et il peut défendre en disant qu'en fait, il y a eu enlèvement de sa fille. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et maintenant, lorsqu'il va dire ça devant la loi, forcément, le garçon pourra faire des jours en cellule. Mais ce dont il est question ici, c'est de l'enfant. On ne discute pas l'enfant. Qu'ils arrêtent leur querelle. On ne discute pas l'enfant. L'enfant est dans le ventre, vous discutez. Il naît, vous continuez les discussions. On ne discute pas l'enfant. Vraiment. Merci, Karine. Parce que
le papa est en train de créer... Les enfants avaient fui parce qu'ils avaient peur que le papa pouvait faire avorter cette fille forcément. Il pouvait le faire. Il pouvait forcer la fille en faisant avorter la fille, peut-être en lui donnant un médicament, en faisant des visites, en montant n'importe quoi. Mais je me dis aussi que c'était peut-être une menace à la fille en lui disant que moi je ne veux pas de cet enfant dans ma famille. Mais c'était pas, je ne pense pas qu'il voulait vraiment qu'elle avorte. Vous voyez, il y a des gens qui utilisent des excès pour pousser les enfants à comprendre que ce que vous avez fait est mauvais. Vous voyez, mais je ne pense pas qu'il pouvait arriver jusqu'à ce niveau. En tant que Parce parent, que si, quand l'enfant plaît à quelqu'un, il ne veut pas venir vous dire que je suis très contente que tu sois allé, tu sois tombé enceinte alors que tu es en 3e. Non, on ne demande pas d'avorter. Il n'aurait pas dit. Il y a des parents comme ça qui, pour éduquer, choquent. En disant que moi, je vais te faire avorter. Je ne peux pas garder un enfant peut-être bâtard, je ne sais pas, entre guillemets, dans ma maison. Sauf que quand l'enfant naît, il est bon à tout le monde. L'enfant est bon à tout le monde. Quand on entend que la personne qui est enceinte est mineure, ça dérange. Mais quand l'enfant est déjà là, il est bon à tout le monde. Même au père qui a fui. Même au père qui a disparu, il est content. Parce que quand il parle à ses amis de son enfant, j'ai un enfant. Hein. Il n'a jamais donné le bic à un enfant, mais il est un enfant. Donc c'est pour vous dire que il y a lieu de s'interroger, d'arrêter les querelles. Ce n'est pas le moment maintenant que la famille de garçons reprenne les négociations qu'ils avaient commencées au départ. Qu'ils reprennent les négociations. Parce que me dit que c'est mon enfant, je ne veux pas si. Parce que tout a bien commencé. C'est-à-dire ils ont fui parce qu'ils ne voulaient pas, ils avaient peur pour comprendre qu'il y a naïveté et tout. Mais maintenant, si porter le problème en justice, ce n'était pas en sa faveur du tout. Ouais. Donc, qu'ils reprennent les négociations. Je pense que le père du garçon peut le refaire. Charles Amembachou, est-ce on devrait juger un parent qui propose de faire avorter sa fille, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'on devrait juger un parent qui choisit l'homme avec qui sa fille devrait vivre quand on sait que le cœur a ses raisons que la raison ignore? Monsieur Michel Gachou, il y a l'intention, il y a l'acte. Entre l'intention et l'acte, il y a un fossé abyssal. Dire, ce n'est pas faire. Dire, ce n'est pas faire. Dire, ce n'est pas faire. Oui. Nous avons là un jeune homme que je traiterai de malfrat. Pourquoi? Pourquoi je le traite de malfrat? Pour la simple raison, monsieur Michel Gachou, qu'il n'a pas le sens du discernement. Le malfrat, c'est qui? Le garçon qui fait l'enfant avec la fille? Oui, c'est un malfrat, monsieur Michel Gachou. Je pèse mes mots quand je le dis. C'est pas violent, monsieur Gachou? C'est un malfrat. C'est pas violent. Je vais vous dire, monsieur Michel, dites-moi, quand vous décidez d'aller prendre une fille mineure, vous savez bien que cette fille est mineure. Vous entretenez une idylle, vous avez une avance. Vous avez 19 ans, elle est à 16 ans, elle est en 3e. Vous avez une avance sur elle, c'est une idylle. Donc vous avez déjà la connaissance parce que si vous êtes à l'université, vous avez fait philosophie, vous avez déjà étudié, vous savez qu'à tout moment, il peut se présenter une certaine situation, celle de l'enfant, la grossesse. Je vous rappelle également que la loi au Cameroun permet qu'aux filles, que les filles de 16 ans peuvent se marier, mais avec l'accord parental. Vous suivez, M. Bachou? Oui, mais ici, est-ce qu'on demande alors l'accord? La différence vous dit que si la fille a 16 ans, c'est qu'elle peut déjà... Il a été malfrat. À ce niveau, il n'a pas été honnête avec cet enfant, avec cette fille. Il aurait dû la protéger. Sortir avec une fille ne voudrait pas dire qu'on la bousille, qu'on la finit. Ça, c'est les termes de Dominique. Rassurez-vous, les familles la connaissent. Qui va épouser qui, savent entre elles. C'est un jeu, on conserve la richesse, on ne la disperse pas. Donc il a dit au garçon, tu n'es rien. Le garçon devait prendre en disant, beau-père, je vais te prouver que je peux faire quelque chose. Il prend comme un défi en disant, papa, je vais te prouver. Il commence à se battre. Ça peut être le recrutement de la police, ça peut être. Il revient et dit, papa, c'est vrai que hier, je ne pouvais pas, mais aujourd'hui, je me suis battu. Ça, c'est une... C'est trop facile, M. Bachou. Vous me rejetez. Mais M. Michel Gachou... Monsieur Michel Gachou... Vous me rejetez aujourd'hui, et je reviens le lendemain, vous me dites... C'est le jeune homme qui a porté plainte. Donc, le jeune homme a porté plainte au père de la fille, c'est ça? C'est lui qu'on a gardé. Mais il a porté plainte. Voilà. Pour harcèlement. Dominique Audrey, j'ai bien peur que le jour que Mbombo va vous porter plainte pour maltraitance d'un vieillard sur ce plateau, qu'on vous garde.
Oui, parce que vous tenez tête. Vous tenez tête maltraitant, c'est reconnu. Vous avez, oui, maltraitant. Donc, pour dire quoi? Pour dire que vous vous levez, vous prenez sur vous de prendre le bic, une feuille, vous écrivez, j'ai l'honneur de venir auprès de vous, objet plainte contre mon beau-père. C'est pas son beau-père. Ce n'est pas son beau-père. Parce qu'il l'a rejeté, lui et sa famille. C'est le grand-père de son On nous a dit enfant. ici que quand vous faites, ce sont vos familles qui doivent s'exprimer. On nous a dit, ce sont vos familles qui doivent parler. Le jeune homme ne parle pas. Donc à la famille du garçon, on a dit, vous n'êtes rien. Pourtant, la famille est venue en disant, oui, je reformule l'objet. Et on va s'en occuper. Plainte d'un voleur qui a entraîné une jeune fille à fuguer de la maison, qui a procédé à un kidnapping. Voilà. Et qui porte plainte aux parents de la fille qui l'a kidnappée. Mais vous vous rendez compte? Vous vous imaginez? Vous pensez qu'il peut... Mais face à cela, il aurait dit, ma fille est de toi. On est obligé de prendre le gars pour venir. Ils se sont mariés quelques temps après, quelques années après. Mais pendant ce temps, le gars faisait tous ses stages à la Maison Blanche. Et pour que ce gars fasse des stages à la Maison Blanche, vous savez ce que Clinton a fait? Non. Il est allé auprès de la famille de ce garçon, leur demander leur autorisation pour orienter, pour cette orientation qu'il veut donner à la copine, au copain de sa fille. Finalement, ils se sont mariés. Ils se sont mariés alors qu'il n'était plus président de la République. Un autre exemple, Mandela divorce à 15 ans par là. Vous avez vu son apparition avec une de ses filles avant qu'il n'épousait la veuve de Samora Machel. Quand cette fille allait en mariage, Mandela exigeait, comme c'était que le garçon, son gendre, travaille d'abord. C'est le chef de famille, c'est pas lui qui allait là-bas. Il est lui-même à exiger au chef de sa famille, lui le président de la République, le Mandela qu'il est, qu'on supplie sa belle famille que ce garçon vienne travailler à la présidence parce que l'amour qu'il a avec sa fille est très forte. Il ne veut pas l'écarter. J'ai dit bien supplier. La famille n'est pas venue dire quand je suis Mandela, je suis tel dit, je suis Clinton, je peux. Je vous prends ces deux cas pour montrer présenter l'attitude des parents. Pour montrer là où j'ai terminé hier. La française, rédactrice en chef adjoint du journal Le Monde diplomatique, Anne-Cécile Robert, a écrit un livre en 2005 aux éditions La Découverte, L'Afrique au secours de l'Occident. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on nous amène au conflit. L'Occident, c'est toujours le conflit. Or, nous, on vit avec le conflit, les palabres, mais on met en avant les règlements de ces conflits. Et dans ces règlements de ces conflits, Karine a énoncé un principe de base. On ne discute pas l'enfant. Vous voyez? Et j'ai dit ici que le ministre d'État, Laurent Esso, est venu encore saccager les peu de rapports sociaux qui existaient au Cameroun en autorisant aux gendres de porter plainte contre leur beau-père et épouser les filles. D'accord, supposons même que le beau-père ait été condamné. Quel bonheur vous avez à épouser sa fille et à vous épanouir avec sa fille et ses petits-enfants. C'est-à-dire sur le plan... La loi dit que la loi... Espérons, voilà peut-être lui, le ministre des gardes des Sceaux, hein, peut-être lui, le ministre de la Justice garde des Sceaux aujourd'hui. C'était dans quel cadre? Non, c'est justement dans le nouveau code de procédure pénale. Dans le nouveau code... Le nouveau code de procédure pénale, effectivement, C'était s'inscrit. par rapport à la dot, n'est-ce pas? Oui, par rapport à la dot. Le compétitif de la dot est exagéré. Donc, si on estime que c'est exagéré, vous portez plainte contre votre beau-père. C'est-à-dire qu'on veut nous amener toutefois conflit sur les matières, sur la matière. Est-ce que est sûr que Laurent Esso lui-même a pris la peine de lire justement ce
il a lu très bien puisque ça a été revu. Est-ce qu'il s'est mis à la place d'un père, lui-même le père, qu'on veut lui porter plainte parce que sa fille estime, mais son beau-fils estime que la dot est très élevée? Donc Charles Hamel a parlé de malfrat. Je ne sais pas s'il y a un terme plus fort que malfrat. C'est un bandit de grand chemin qui est en formation, qui est en gestation. Voilà. C'est un élément dangereux à surveiller de très près, ce garçon. Donc c'est une bombe atomique. C'est peut-être même plus que bombe atomique. C'est un élément dangereux à surveiller de trop près. Voilà. Précisément, quand même ça, la famille, on vous a dit ici que la fille peut hériter. Un couple qui n'a fait que de filles. Voilà. Vous ne savez pas ce qui est dans l'idée de papa. Peut-être que c'est cette fille qui va faire émerger sa famille. Peut-être qu'il avait doigté cette fille pour qu'elle n'aille pas en mariage demain et qu'elle fasse tout. Parce qu'on avait prévu ça. Il y a des chefs qui ne font pas d'enfants. Voilà. On a des filles à la chefferie qui peuvent faire des enfants avec n'importe qui, mais c'est les enfants de la chefferie et qui vont. Il y en a comme ça. Donc, c'est tellement, c'est un homme dangereux sa famille plaide pour que justement on ramène d'abord la fille et son enfant chez son père pour engager les négociations. Merci beaucoup Bonbon Bengan Kandje. Merci à vous mesdames et messieurs de rester présents. Et vous le savez, c'est des réalités qu'on vit au quotidien. Mais on en reparlera certainement en lisant vos nombreux messages. Je vous en prie. La colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la surfacturation dans les formations sanitaires dans ce pays ou de ce pays. Les patients se plaignent tellement et depuis un certain temps dans les formations sanitaires et pour cause surfacturation. Comment comprendre que le Cameroun souffre de plusieurs maux, parmi lesquels la surfacturation exagérée dans nos hôpitaux? Comment comprendre que certains établissements pharmaceutiques, officines, grossistes et pharmacies des hôpitaux procèdent à la surfacturation des prix des médicaments dispensés aux patients? On savait cela des pharmacies publiques. Mais hélas, quand cela se passe dans les pharmacies des hôpitaux, on n'a que les yeux pour pleurer. Comment comprendre que les médicaments coûtent plus cher à la pharmacie de l'hôpital que dans les pharmacies publiques? Telle est la question qu'on est appelé à se poser à ce jour, tout en interpellant la hiérarchie au ministère de la Santé. Comment comprendre qu'en violation de la réglementation, certaines formations hospitalières décuplent les prix des kits obstétricaux et exigent auprès des patients, mieux des femmes enceintes, le versement d'une caution pour être pris en charge. Dans les maternités, c'est grave. Les femmes enceintes se retrouvent taxées. Les kits, des prix varient. Les pauvres femmes n'ont que les yeux pour pleurer. Elles ne comprennent plus entre la prise en charge réelle et la gratuité, entre ce qu'il faut même payer et ce qu'on exige de payer. Ah, c'est compliqué dans ce pays. Comment comprendre ce flou total qui existe dans l'établissement des factures des malades, doublé d'un mépris à l'endroit grave des malades? Les illustrations sont nombreuses. Et oui, aucune transparence dans le traitement des factures. Comment comprendre le fait pour le personnel soignant de procéder à une surfacturation incompréhensible dans l'administration des soins? On vous administre 5 injections et on en marque 10. Pourtant, la vérité est bien établie. On vous administre 2 d'examen. On vous administre 3 à 4 produits, mais sur la facture, on met 10. Nous sommes jeudi
faites le tour de certaines formations, vous comprendrez de quoi je parle. Parfois, on vous fait payer même ce que vous n'avez pas utilisé à l'hôpital. Vous vous retrouvez hospitalisé. Lorsqu'on vient même faire les soins, on vous embrouille. Tournez la tête, regardez à gauche. On vous fait des injections. D'autres on envoie, mais lorsque vous regardez le résultat, en termes de prescription, la facture est chère. Expliquez-moi la facture et il n'y a personne pour cela. Comment comprendre qu'au lieu d'administrer la dose normale, on vous apprend que vous avez épuisé le stock? Il faudrait repayer encore. Sur la facture, on mentionne le médicament virtuel administré, écrit d'une manière bizarre, avec un prix exorbitant, sans toutefois vous dire ce qui est dans le médicament, mieux combien de médicaments ont été administrés. Vous recevez le prix sans rien savoir sur ce qui est de ce traitement. Savez-vous que lorsque vous ne comprenez même pas la facture et vous voulez revendiquer, on vous dit tout simplement qu'il faut encore payer pour qu'on vous explique votre propre facture. C'est grave dans les hôpitaux, c'est très grave au service des factures. Permettez-moi de parler trivialement. Être malade est une faute désormais au Cameroun, parce que lorsque vous allez à l'hôpital, vous pouvez compter les glucosés, vous pouvez compter l'ensemble des produits qu'on place, mais jamais vous ne pouvez compter les petits produits, les flacons qu'on casse, qu'on envoie à l'intérieur, ce qu'on ne met pas, parce que vous n'avez pas la traçabilité, et on ne donne même pas la possibilité aux gardes malades de pouvoir suivre ce qu'on vous administre. Vivement qu'il y ait une traçabilité, vivement que les factures soient claires. Comment pour soigner un palu, un simple palu, vous vous retrouvez avec les frais d'hôpitaux à 60, 65 000, 70 000. Parce qu'on dit que vous êtes arrivé avec un cas grave, on a utilisé XY produits, mais lorsque vous regardez le plateau, tous les matins qui vient à votre chevet, c'est vide. Mais vous devez payer. Dans quelle caisse est-ce que cela s'en va? Point d'interrogation. La colère exprimée ce matin par Charles Amel Bachou également. C'est votre colère, vous aussi, madame, monsieur. Vous qui êtes Camerounais, qui tout le temps écumez les hôpitaux publics aujourd'hui au Cameroun et vivez les réalités des surfacturations des frais, soit d'hospitalisation ou même des médicaments aujourd'hui. Comment appréciez-vous non seulement l'accueil, mais les services rendus dans les différents centres hospitaliers du Cameroun aujourd'hui et surtout le traitement qui y est fait? Comment appréciez-vous surtout la facturation qui est faite? Je voudrais ici non seulement saluer humblement l'hôpital central de Yaoundé, notamment les Curies, quand vous y arrivez en réalité. Vous payez les consultations. Avant qu'on ne prenne en charge justement votre malade, il faut passer d'abord à la caisse, payer tous les frais bien évidemment des médicaments et vous rendre à la pharmacie. Une fois à la pharmacie maintenant, vous portez les médicaments pour vous rendre au chevet de votre malade et les médecins prennent sur eux effectivement d'effectuer ce qu'il y a à effectuer comme traitement. Mais surtout, qui vérifie la surfacturation ou les coûts très élevés des produits que l'on vous vend dans ces hôpitaux? Je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit que c'est le cas avec les Curies, mais dans les formations sanitaires du Cameroun, dans la globalité. Comment vous appréciez cela, madame, monsieur? Vos commentaires sont attendus. Mais j'aurais bien voulu, Charles Amel, Bombo, Karine et Dominique, peut-être à travers les anecdotes, les vécus des uns des autres, justement, on peut au mieux ressortir les réalités qu'on a dans ces hôpitaux-là en ce qui concerne la surfacturation. Et je commence par vous, Karine Sontia. Comment vous l'avez apprécié? Est-ce qu'il y a eu des faits, des vécus propres à vous-même qui vous ont laissé comprendre qu'il y avait une surfacturation? Il y a eu surfacturation à chaque fois. Vous savez que lorsque vous avez un malade et que vous vous rendez à l'hôpital, on vous donne la liste des choses que vous devez payer pour qu'on fasse les examens, par exemple. Il y a d'abord les consultations. Vous devez d'abord payer les consultations. Ça, c'est un frais qui est arrêté, les frais arrêtés. Après la consultation... Donc les prix varient. Hein, oui, ça varie en fonction de l'hôpital. Ouais. Oui, ça varie en fonction de l'hôpital. Peut-être parfois aussi en fonction du médecin que vous rencontrez. Oui. Lorsque vous arrivez, on vous fait une consultation. Après la consultation, maintenant, on vous dit si on doit faire tel examen ou tel autre examen. Pour faire ces examens-là, on vous donne les prix. Maintenant, je ne sais pas si... Le problème, c'est qu'on ne rend pas public les coûts des examens.
Parce que si on rendait public, on vous disait par exemple que pour faire l'examen, par exemple, du paludisme, il faut faire telle chose. Et ça coûte comme ça. Tout le monde en partant à l'hôpital sait que voilà combien ça coûte pour faire l'examen pour le paludisme. Voilà combien ça coûte pour telle chose. Je pense que les parents pourraient décrier les surfacturations. Parce que même les parents eux-mêmes, parfois, ne savent même pas qu'ils ont été surfacturés. Si vous ne connaissez pas le prix de base, vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, c'est au niveau du traitement. C'est au niveau du traitement maintenant que vous pouvez évaluer si vous avez été surfacturé. Maintenant, là encore, vous ne savez pas. Comment? Vous ne savez même, là encore, vous ne savez pas à combien est-ce qu'on traite, par exemple, les rhumatismes, comment est-ce que ça se passe, combien est-ce qu'on traite les personnes qui sont qu'on doit opérer, à combien est-ce qu'on effectue une opération dans tel hôpital ou dans tel autre hôpital, à combien est-ce qu'on fait, par exemple, une césarienne à une femme, à combien, c'est que les coûts ne sont pas connus. Des prix standardisés. Oui, il n'y a pas les coûts. Sauf maintenant, quand vous arrivez à l'hôpital, c'est le vouloir du médecin qui vous dit quel est le prix. Parfois, vous pouvez même négocier. C'est même ça, en fait, qui crée les troubles. Vous ne savez même pas combien vous devez payer pour le service qu'on vous rend. C'est à ce moment-là que vous ne pouvez pas savoir. Surfacturation, peut-être sur les médicaments, oui, parce qu'il y a des médicaments qui ont des prix parfois homologués. Vous savez qu'en pharmacie, quand vous achetez, souvent, ça coûte tel prix. Maintenant, quand vous arrivez à l'hôpital, on vous demande encore un autre prix qui est différent de ce que vous achetez en pharmacie. Finalement, le vrai prix, c'est lequel? Donc, c'est parce que le ministère de la Santé ou encore le gouvernement camerounais ne met pas de la transparence dans les traitements aujourd'hui au Cameroun, les traitements de santé. Parce qu'il serait normal pour un patient de partir à l'hôpital lorsqu'il sait que j'ai tel mal, que je peux prévoir au moins tel montant. Mais quand vous arrivez, c'est en fonction même de votre tête. Si vous avez garé une voiture ou encore si vous êtes venu sur un brancardier et autres, on sait que ok, on peut le donner, on peut surfacturer ça, on peut donner sa facture à tel niveau, tel niveau. C'est pour ça que vous arrivez dans certains hôpitaux, il y a des gens qui ont fait 3 mois, 4 mois, alors qu'ils sont guéris depuis, justement parce que la facture était énorme et ils n'ont pas pu payer. Maintenant, est-ce qu'on sait si elle a été surfacturée ou pas? On ne peut pas savoir, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais non, est-ce qu'il y a quand même des mécanismes de contrôle qu'on peut mettre autour de ceci pour que le patient sache que le médicament qui coûte, je prends n'importe quoi, qui coûte 1100 francs, 1200, je vais l'acheter, n'est-ce pas, au coût même reconnu. Est-ce qu'on devrait trouver au moins l'occasion d'homologuer les prix, de les rendre publics pour que les patients, en partant de leur maison, puissent au préalable évaluer quand même ce qu'ils pourront dépenser? Au moins pour les médicaments. Oui. Au moins pour les médicaments, il faut que les patients sachent ce qu'ils prennent et à combien est-ce qu'ils prennent ça. Vous ne pouvez pas arriver à l'hôpital, parfois on vous exige que non, vous devez acheter dans la pharmacie de l'hôpital, vous ne devez pas sortir et tout. Parce que parfois quand vous sortez de la pharmacie de l'hôpital, on prend plus soin de votre malade. Parce qu'à la pharmacie de l'hôpital, on a déjà arrangé un coût. Et pourtant, ce n'est pas le vrai prix. Vous vous rendez compte que pendant la pandémie ici au Cameroun, il y a une clinique qui a été fermée justement parce qu'on disait qu'elle a surfacturé le traitement d'un patient atteint de Covid-19. C'était 6 millions de francs CFA. Alors, je voudrais justement, puisque au débat, on va en parler pendant un bon moment. Dominique Audrey, il y a dans les hôpitaux au Cameroun, je prends encore le cas de l'hôpital central de Yaoundé que nous connaissons très bien, où en dehors de l'hôpital, puisqu'il y a la pharmacie dans l'hôpital, il y a des pharmacies dans l'hôpital, mais hors de l'hôpital, il y a d'autres pharmacies ambulantes. Les patients préfèrent quitter l'hôpital et vont se faire les médicaments hors de l'hôpital et ramener dans l'hôpital pour se faire traiter. Finalement, est-ce qu'on peut dire que les patients estiment que c'est plus cher à l'intérieur et c'est moins cher à l'extérieur? Oui, lorsqu'il y en a, c'est plus cher. Et pourtant, c'est subventionné au niveau de l'hôpital à l'intérieur. Dit-on. Ouais. Dit-on. Et comme au CHU, par exemple, il y a rarement eu les produits pour les malades que j'ai accompagnés là-bas. Il y a rarement eu les produits dans cette pharmacie-là. Donc, lorsqu'il y en a, ils coûtent beaucoup plus qu'à l'extérieur. Et la plupart du temps, il n'y en a pas. Pourtant, vous dites c'est subventionné. Les surfacturations, on les voit à quasiment tous les niveaux. Par exemple, au niveau des poches de sang, lorsque vous avez un malade qui doit avoir une transfusion sanguine, on a du mal à avoir le sang. Vous pouvez arriver dans un hôpital, on vous demande 20 000 en plus de 3 donneurs. Vous arrivez à un autre hôpital et bim, là-bas, on vous demande un autre montant. Et moi, j'aimerais comprendre pourquoi ça coûte autant alors qu'on demande aux gens de donner le sang gratuitement. Pourquoi est-ce qu'on homologue pas? Rendez-vous compte qu'il y a des gens malheureusement qui ont perdu la vie parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment pour acheter une
une poche de sang. Et vous savez que parfois on en demande 4, on en demande 3 pour certains malades. À côté de ça, il y a aussi le problème au niveau des accouchements. Moi, je connais un voisin qui a accompagné sa femme qui allait donner naissance à son enfant. Elle a fait des visites. Normalement, il n'y a jamais eu de problème. Mais le jour de l'accouchement, on lui dit, monsieur, vraiment, votre femme va devoir passer par une césarienne. Il n'avait pas prévu tout cela. Et après, de façon ramassée, il fait un round-up et il se rend compte qu'il a quasiment 250 000 francs de dépenses à part la caution qu'il a versée pour que sa femme passe sur la table d'opération. Il a repassé en revue toutes les ordonnances, mais à aucun moment, il ne voit véritablement pourquoi est-ce qu'il a dépensé les 250 000. Voilà. Donc, on vous fait payer des choses, d'abord que les kits posent problème. Voilà. Le montant des kits, c'est un problème. Normalement, ça coûte sensiblement, c'est 23 000. 23 000, quelque part. Oui, 30 000. Mais maintenant, vous allez ailleurs, c'est plus de 30 000. Le kit des césariennes également, c'est un autre prix. Voilà, obstétrico. Oui, c'est autre chose. Donc, la surfacturation, vraiment, c'est ce que les Camerounais mangent. Hein. Et si vous avez évoqué une question tout à l'heure avec Karine, j'aimerais vous dire qu'on vous a dit que l'école primaire était censée être gratuite. Donc, elle n'est pas gratuite. Pensez-vous qu'on va pouvoir avoir des prix standards et chacun va respecter? Les officines vous diront dehors qu'on ne peut pas faire les mêmes prix que les pharmacies parce que nous, on a des loyers, on a machin à payer, on ne peut pas. Et même en dehors, il y a certains prix qui sont censés être standards, mais qui varient d'une pharmacie à l'autre. Dans la surfacturation, on connaît cela et les pouvoirs, l'administration en charge de la santé ne fait rien. À un moment, il nous a un peu endormis parce qu'il arrivait dans des hôpitaux comme ça, de façon inopinée, un peu masquée. Et là, il pouvait voir des choses, mais il a fini de... On en reparle, Dominique Audrey, madame, messieurs. Je sais, en même temps, ça vous choque peut-être, oui. Oui, ça vous choque énormément. On en reparle. Ce qui se passe dans le sérail camerounais aujourd'hui? Wikileaks aurait réellement remis au goût du jour les réalités existantes au sein de l'appareil. Parlons bien évidemment de la présidence de la République aujourd'hui, qui serait en train de tout faire pour prendre la place de Paul Biya aujourd'hui, tout en déclarant d'ailleurs que celui-ci n'est qu'un croulant qui veut simplement s'arroger le pouvoir et y vivre. Comment comprendre aujourd'hui les relations existantes entre ce dernier et les États-Unis d'Amérique, mais surtout pour ce dîner qu'il aurait eu dans un fameux restaurant à Bastos avec un ambassadeur bien connu d'un pays étranger au Cameroun, où il lui aurait dit effectivement que c'est moi qui gère le pays. Qu'est-ce qui se passe véritablement? La toile s'en indigne. Depuis quelques heures seulement, allez bien évidemment lire ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais surtout, le sérail est en mouvement aujourd'hui. Paul Biya serait-il toujours en capacité de gouverner ou pas? Pourquoi ce silence assourdissant finalement? A-t-on raison de penser à un moment donné que oui, il y a de quoi s'en inquiéter, que lui ne gère plus, que des personnes seront en train de gérer le Cameroun aujourd'hui? Madame, messieurs, restons prudents, mais surtout ouvrons les yeux. Je reviens à vous, Dominique Audrey. Vous avez la parole tout à l'heure. Oui. Sur la question justement de ces surfacturations dans les hôpitaux. Oui, et vous vous en indignez d'abord vous aussi en disant qu'effectivement, bien sûr, on vit cela tous les jours. Oui, l'expérience, la propre que j'ai vécue, c'était avec les transfusions sanguines qu'il fallait faire. Donc on a fait le tour des hôpitaux et à chaque fois on avait un prix différent avec un nombre de donneurs qu'il fallait impérativement avoir. Et on en est arrivé à un point où il y a des fils qui se sont touchés et ça a explosé parce que il était incompréhensible qu'on vous dise par exemple qu'il y a quelqu'un entre la vie et la mort et qu'on mette impérativement l'accent sur ce qu'il fallait donner d'abord pour qu'on puisse sauver la vie de ces personnes-là. Les femmes enceintes aujourd'hui, celles qui sont celles qui vont donner la vie dans les minutes qui suivent, par exemple, ont également ce problème-là avec les gardes malades qui n'arrivent pas à terminer, qui n'arrivent pas à comprendre le pourquoi de certaines factures qu'on leur donne, le pourquoi de certaines ordonnances. On vous fait acheter même parfois des produits qui ne servent au final à rien parce que parfois lorsqu'on sort, les malades laissent parfois ces médicaments-là et après les médecins, puisque eux généralement ils ont leur pharmacie là, ils achètent des trucs. Parfois vous achetez des kits qui sont incomplets
et après on vous demande de racheter autre chose. Et cette fois-là, vous achetez les produits chez les médecins. Au-delà de la surfacturation, justement, il y a tant de réalités quand même qui entourent, on va dire, le traitement des patients dans les hôpitaux, Karine Santia. Oui, il y a le traitement des patients qui est vraiment merdique dans nos hôpitaux parce que vous imaginez pas que lorsqu'une femme arrive, elle est toute agonisante. On dit, laissez d'abord là-bas, vous avez combien, le docteur demande 200 000. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui arrivent à l'hôpital, peut-être qu'elle a fait des visites ailleurs et qu'on savait qu'elle allait accoucher normalement, mais maintenant au moment du travail, elle va peut-être dans un hôpital public, sachant que là-bas, il y a certainement la couveuse, là-bas, il y a certainement une salle d'opération, parce que pour mettre au moins son bébé, on pense à tout ça avant d'y aller. Mais dès que vous arrivez, on vous dit d'abord qu'opération. On vous dit césarienne. Vous ne comprenez rien, vous n'avez pas de problème de santé, on vous a rassuré que vous allez accoucher, vous allez mettre au moins votre bébé par voie basse, mais c'est comme un marché de la césarienne au Cameroun maintenant. C'est encore une autre surfacturation de l'accouchement, parce que la césarienne, non seulement ça coûte plus cher et ça fait rentrer beaucoup d'argent à l'hôpital, ça fait rentrer beaucoup d'argent aux médecins qui la pratiquent. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans combien de femmes dans votre entourage qui vont dans les hôpitaux publics accouchent par voie basse? De plus en plus, combien de femmes dans votre entourage? Parce que les femmes que nous connaissons aujourd'hui, quand elles arrivent, certaines sont même très fières d'avoir accouché par césarienne. Est-ce qu'il y a un coût, est-ce qu'il y a des prix quand même, de façon générale? Ça varie. Est-ce qu'il y a des prix? Est-ce qu'il y a un prix que le ministère même de la Santé aurait fixé pour permettre aux Camerounaises, une fois dans ces conditions, plutôt d'accoucher et de payer ces montants véritablement, y compris les médicaments associés? Est-ce que vous savez qu'il peut y avoir les césariennes compliquées, les césariennes faciles? Donc, on ne peut pas... Mais oui, les médecins vous disent que non. Elle est d'abord hyper tendue et tout, on ne peut pas opérer comme ça. Il y a des choses qu'il faut faire avant. On vous dit non, mais si elle est diabétique, il faudra ça. Il y a des complications. Ce qui est surprenant, ce que vous dites, c'est que parfois même, l'hôpital te dit, nous on n'a pas X produits. Hôpital public camerounais. On doit aller acheter quelque part. Camerounais. Vous, le gars de malade, vous allez vous procurer ce produit ailleurs. Oui. Vous partez, vous revenez. Il y a un autre produit qu'on a oublié. Vous devez encore sortir, aller à la pharmacie chercher. Comment est-ce qu'à l'hôpital, on n'a pas tout ça de manière à ce que quand quelqu'un arrive, on le soigne une fois, au lieu de dire que allez chercher, allez ceci, allez cela. Quand vous revenez et que votre patient est déjà décédé, vous faites quoi? Au-delà justement de la colère que vous exprimez, Bonbon Bengan Kandji, on parle bien sûr ce matin de la surfacturation des produits dans les formations sanitaires du Cameroun. Surfacturation, qu'est-ce qui peut expliquer quand on arrive à ce niveau? Est-ce que c'est parce que les médecins ont des maudits salaires qu'ils s'arrangent justement à surfacturer? Est-ce que c'est parce qu'en réalité il n'y a pas, on va dire, des mécanismes de veille sur la sortie ou les entrées des produits quand on arrive là? Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses au Cameroun aujourd'hui, de votre point de vue? C'est une volonté politique qui nous a amenés à ce niveau. On a d'abord assigné à l'hôpital public les résultats financiers en fin d'exercice. Par exemple, on peut demander à la Quintini que nous avons besoin qu'en 2020, vous nous donnez 3 milliards, par exemple, 3 milliards de francs CFA. Il faudrait que l'hôpital général de Douala nous rapporte 8 milliards cette année, l'hôpital central de Yaoundé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'orientation première de l'hôpital au Cameroun, qui est l'administration des soins et les recherches, cette orientation a été mise de côté. Deuxièmement, ce que le pouvoir a fait, c'est on n'a plus continué à recruter systématiquement les médecins, les infirmiers, donc tous ceux qui faisaient ce concours, qui étaient d'ailleurs lancés et encadrés par le ministère de la fonction publique, de la réforme administrative. Oui. Donc, on a privatisé l'hôpital public, sans le dire clairement. Et l'autre chose qu'on a commencé à faire, c'est qu'en 1992, on a créé un désordre social avec les groupements d'intérêt communautaires. Vous avez entendu parler des GIC. Et les GIC santé se sont mis et les GIC obtenaient leur agrément au ministère en charge de l'agriculture. Comment vous pouvez vouloir créer un centre de santé et c'est le ministère en charge de l'agriculture qui vous délivre l'agrément? Et ça s'accompagnait également de la baisse des salaires. On a donc demandé au corps médical de se
débrouiller. Il s'est passé des choses, par exemple à la Quintini, et j'ai été sidéré. Vous vous rappelez sûrement de Koumatekel. Vous vous rappelez également sûrement de Vanessa Tchatou. Elle a accouché par césarienne et on a volé son enfant, oui, après avoir chèrement payé. Il se passe par exemple à la Quintini pour qu'il y avait le code qu'on dit aujourd'hui les amis. Quand vous êtes interné à la Quintini, on vous dit que vous avez tous les jours, vous payez pour les amis que vous ne connaissez pas. Donc en plus des prestations qu'on vous donne, vous payez. Les amis, c'est qui? On ne paye pas. Et on vous dit, quand vous demandez des explications, on vous dit que non, c'est une mutualisation des ressources pour que personne et que tout le monde soit soigné. D'accord. Mais vous leur dites, mais il y a 3 femmes là qui ont accouché et qui sont mises en prison. Elles n'ont pas eu d'amis parmi tous ces malades qui sont ici. Je ne vous dis rien. Vous voyez donc, en fait, c'est une mafia qui a été instituée au sein de l'hôpital public. Et c'est pour cette raison qu'on veut même la peau de Manaouda Malachi. Parce qu'il voulait, dès le départ, il voulait commencer à couper ses réseaux en venant savoir ce qui se passe dans l'hôpital public, en faisant des visites inopinées. On lui a dit, cher ami, tu ne sais pas là où tu es venu. Et on veut le faire partir. Bon, l'autre ambassadeur l'avait eu à son temps quand il était mené aux travaux publics. Donc en fait, vous nous faites savoir que celui qui était là, son prédécesseur qui était là, ses prédécesseurs, ça ne date pas de... Ses prédécesseurs ont autant mis long parce que ils ont bien mulé le système. Oui. Manaouda semble être le problème aujourd'hui. Non, il voulait, il était le problème à ce moment. C'est pour ça que, bien qu'ils disent, non, moi je m'occupe de la stratégie Covid, je ne suis pas dans l'opérationnalité. On met toujours, c'est toi qui es. Alors il dit que c'est voilà l'autre qui est dans l'opérationnalité. Demandez-lui de rendre compte, il dit non, viens nous dire toi-même. Bon, tu vois, même le Premier ministre s'occupe, on le laisse à la gueule du loup. Parce que c'est une mafia. C'est une mafia. Et c'est cette mafia, Charles Hamel avait dit ici, de surfacturation, qui a fait que le précieux corps des sages femmes a été mis de côté. Et c'est fait exprès parce que l'argent entre plus avec les césariennes. Ils ont commencé avec le paludisme des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans qui n'est pas payant. Mais tout le paludisme à l'hôpital était payant. Donc tout devenait compliqué. On dit non, c'est le paludisme simple qui est. Maintenant, la femme enceinte qui vient se faire consulter, c'est pour la cause. On a dit que non, madame, il faut payer. On vous hospitalise même. Un palud très compliqué. Avec des traces de typhoïde. Voilà. Avec les traces de typhoïde, tout le monde sait, tu ne peux pas vivre 3 jours avec la typhoïde. Ouais. Et même le corps médical le sait. Tu peux vraiment être compliqué avec, tu sais, quand le plasmodium est déjà entré dans le cerveau, ça fait que le foie commence à vous trembler. Donc le corps médical ne rassure plus, mais ça vous fait trembler au point où vous donnez seulement, vous allez dans l'association, vous plaidez, et ainsi. Donc c'est une mafia qui a été savamment mise en place parce qu'on a enlevé de l'hôpital ses orientations majeures, l'administration des soins et les recherches. Surfacturation Bombengan, guerre contre la médecine douce aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est, on va dire, camerounais? Les gars ont leur business. J'ai aimé le mot de Karine Sontia. Les gars ont leur business. Et vous voyez même ce qui s'est passé dernièrement où ils ont les problèmes avec les compagnies d'assurance. Vous avez dit la société d'assurance apparemment ne paye pas. Parce que les assurances voulaient une traçabilité. Ils se sont mis, on dit bon, on ne paye pas. Après on vous dit, quand vous venez avec les banques des assurances, on ne veut prendre plus en charge, payer cash. Ouais, parce que les assureurs ont constaté ça. On constaté que, mais attends, mais dites-nous, nous prenons en charge des patients qui ont, mais il faut quand même que... Et en plus, dans l'hôpital ici, on peut vous facturer la césarienne à 350 000. Là-bas, 280 000. Ici, 250 000. Ici, 250 000. Là, donc, ils vont donc, quand on vous surprend, les assureurs les surprennent comme ça. Parce que les assurances ont des gens de plusieurs catégories. Voilà, vous pouvez laisser une police d'assurance à la fille de votre grande sœur qui n'est pas là parce que vous voulez quand même avoir une certaine couverture.
Quand vous vous retrouvez donc comme ça, l'assureur a 4 factures de même chose, qui ont, j'allais dire, des écarts injustifiés. Vous dites acte de césarienne ici, on a 380 000 et 180 000 ici. Qu'est-ce qui justifie que... Non, parce que tel là voulait menacer d'éclampsie, parce que la tension artérielle était... Mais si c'est ça... Bon, attendez. Et vous verrez encore une autre femme qui était aussi avec menace d'éclampsie, mais elle est à 250 000. Vous voyez, donc l'assurance va se retrouver dans une position où... Il y a des jonglages. Après avoir mis en nu cette mafia, on a dit que non, nous on ne veut plus. Hein. Vous venez ici avec une bonne assurance, on ne vous prend plus en charge. Nous en parlons effectivement parce que c'est une question qui fâche plein de familles aujourd'hui. Au moment où nous parlons effectivement, pour ceux qui nous regardent dans les hôpitaux aujourd'hui, nous vous demandons de prendre beaucoup de courage, mesdames et messieurs. Et bien surtout d'être très vigilants parce que on ne sait plus effectivement si on doit faire confiance à l'hôpital ou pas. Cher Lamine Bachou, pour en sortir véritablement, j'aime souvent poser des questions de façon simple. Quelles sont les solutions pour en sortir? Est-ce que la question de l'assurance, comme Bonbon Bengan vient d'évoquer, peut être une solution idoine selon laquelle l'assurance doit amener chaque Camerounais à souscrire à une police d'assurance pour veiller suffisamment sur les actions menées dans notre formation sanitaire en matière de surfacturation? Peut-être avant que Charles Lamelle parle, un groupe de médecins a voulu résoudre ce problème en créant le syndicat. Docteur Yves Basson et Kamta, vous savez le sort qui leur a été réservé, affectation disciplinaire, même là où il n'y a pas de réseau. Même et justement, ils avaient dit... Le docteur Apollinaire Okolo-Grand. Voilà, parce qu'ils avaient mis à nu le système de mafia. Ils disaient, leur syndicat disait que non, la santé coûte cher. Et avec le pouvoir d'achat des Camerounais, on ne peut pas. Ils ont donc proposé une formule de mutualisation sous la formule de santé, quelque chose là. Et Mama Fouda a pris ça avec le gouvernement, ils ont trafiqué quelque chose là. Et pour répondre à votre question, oui. La couverture santé universelle. Tout à fait. La couverture santé universelle, justement, les médecins qui ont voulu que ce soit accessible, tout on leur a dit, parler encore. Très bien. Merci beaucoup, Bonbon Bengan. Charles Lamelle, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui lorsque la population est autant spoliée, flouée, arnaquée par les médecins, par l'hôpital public, aux vues aussi justement du gouvernement camerounais? Monsieur Michel Gachou, qu'on arrête de transformer nos formations sanitaires en entreprises qui doivent produire de l'argent, qu'on arrête de les transformer et qu'on laisse la charité véritablement s'installer à l'hôpital, qu'on arrête de demander à un hôpital de faire des chiffres de 2 à 3, 4 milliards ou 100 millions ou 200 millions le mois. Qu'on arrête ça d'avoir ce type de chiffres. Si on maintient nos formations sanitaires en entreprise... Qui doit arrêter, M. Mbachou? C'est le gouvernement qui a pris la résolution. Est-ce que vous croyez que le gouvernement peut le faire, M. Mbachou? Vous y croyez? Monsieur Michel on prend ce gouvernement? Vous avez, M. Michel Ngachou, 3 types de consultations dans les hôpitaux. Il y a les consultations simples, les consultations accélérées, express, et les consultations VIP. Donc quand vous arrivez, suivant que vous vous plaignez, on vous demande si vous êtes en simple, en express ou en VIP. Vous choisissez que vraiment VIP, on ne vous donne pas le coup. Vous passez, c'est le premier point. Lorsque vous sortez de là, vous vous retrouvez frappé déjà par la première. La consultation VIP, c'est combien, M. Michel? C'est là où aucune idée. Vous causez avec le docteur. Le docteur vous fait même une tasse de café, vous posez sa secrétaire, vous prenez la tasse de café, ça c'est VIP. Vous avez accéléré, là où vous avez mal, ou là, bon, prescrit. Et la consultation simple ou normale, où vous vous asseyez, vous faites le rang. Si c'est à 17h qu'il va vous recevoir, il vous reçoit à 17h pendant qu'il reçoit en VIP. Vous avez, M. Michel Ngachou, les surfacturations dans les hospitalisations. La chambre standard coûte combien? La moyenne coûte combien? La VIP coûte combien? Dans cette hospitalisation, qu'est-ce qui est inclus?
Est-ce que la literie est inclue? Vous avez peut-être le matelas, vous venez avec vos draps. Est-ce que la moustiquaire vous est louée? Rassurez-vous, ou à l'hôpital. Est-ce que le moustiquaire vous est loué? Il y a des formations sanitaires où on vous loue même le moustiquaire. Rassurez-vous, rien ne vous est donné. Vous avez des lits avec et des lits sans moustiquaire. Et tout cela est englobé dans l'hospitalisation. Monsieur Michel, et là, c'est des surfacturations parce qu'on n'a pas préparé le malade. On n'a pas préparé. Chaque matin, si vous êtes couché sur le lit d'hôpital, on vient enlever les draps, on change des draps. Si vous n'êtes pas venu avec les vôtres, on vous dit ça va au pressing, sans coudon. Hospitalisation, vous avez un coût. Alors qu'il y a un standard en termes d'hospitalisation, vous vous retrouvez avec une surfacturation ou ce qu'ils appellent des accessoires et qui sont gérés parfois par la major, celle qui a son pressing, qui fait laver les draps avec le consort, ou la femme du directeur. Vous voyez, c'est des aléas qu'on retrouve en termes de surfacturation. Monsieur Michel Gatchou, vous avez des services où lorsque vous arrivez, tout ce que le médecin a prescrit, la major vous dit, les médicaments, ça ne passe plus. On va trouver ça. Mais je connais là où je peux te trouver. Donc il faut changer ce médicament. Si vous voulez au matin payer, mais il faut changer ce médicament. Quand je vous vois, tu es même ma soeur du village, j'ai même mon beau-frère. Mon beau-frère a pris une fille chez vous. Donc tu es de la famille, il ne faut pas laisser que les problèmes t'arrivent. Quand tu vois là, il faudrait qu'on change tel médicament. Voilà la liste, l'ordonnance qui vous est faite. Vous vous retrouvez en train de payer et de recevoir une autre administration. Vous avez l'autre type de surfacturation. On prescrit trop, mais on administre moins. Mais vous payez. Et vous rentrez dans un médicament à la maison. Zéro de médicament. J'ai dit on prescrit trop de produits. Vous payez, mais on administre moins. Alors vous vous retrouvez, monsieur Michel Gatchou, à avoir des produits. Parfois même on confond certaines ordonnances. On vous prescrit des produits qui sont... C'est un réseau bien connu et aménagé. Et il y a l'autre où on vous prescrit ce que vous n'avez pas consommé. On écrit ce que vous n'avez pas consommé. Tout à fait. Où vous arrivez pour l'administration des soins, où il faut les analgésiques, il faut ci, il faut ça. On va écrire qu'il a pris 3 d'exa, 4 ceci, 4 cela. La signature, on met le montant en bas, on enseigne, on signe, on met le cachet, monsieur, allez payer. Madame, ça c'est quoi? C'est à moi que vous demandez. Sortez de mon bureau, il y a votre patient. Oh, suivant. Vous partez avec la colère, vous partez. On a dit qu'il faut que je paye. Vous allez vous payer, vous revenez. Vous ne voulez pas payer, pourquoi? Quand vous restez là-bas et qu'ils vous bavardez, vous croyez que quoi? Payer. Donc, voilà. Je vous explique pour que vous compreniez un peu le mécanisme où vous sortez de là, vous vous dites, mais à la fin, c'est quoi cette histoire? Je paye quoi? Un paludisme d'un enfant, vous soignez à 65 000? Quand je vous entends parler justement, M. Mbachou, le sentiment qui m'anime, c'est que pour que ce pays change, il faut un véritable tsunami au Cameroun pour que les choses changent en réalité. Donc, il y a cet autre phénomène. C'est très fort. Vous vous retrouvez avec ceci que lorsque vous avez payé, parfois c'est au niveau de la major, on vous dit non, il n'y a plus le temps d'aller, votre cas présent, ils disent que qu'on vous disait, tel qu'on voit là, il faut tel produit, donnez, on va payer. Vous avez les infirmières. Or, les soins, quand on vient administrer les soins auprès du malade, premièrement, on fait sortir tous les gardes malades. Sortez tous. Vous voyez des plateaux qui arrivent, on a déjà tout préparé en laboratoire. Ou c'est en laboratoire, ou c'est dans le bureau du docteur, ou c'est comment. Vous voyez les seringues sont déjà chargées. Tout est chargé, seulement prêt à injecter. Mais madame, les flacons, ce que vous venez là, si c'est la formule, si c'est quoi, comment est-ce qu'on va savoir? Oh monsieur, vous ne nous appelez pas votre travail ici. Allez attendre la facture. Dès que vous sortez dans que les soins pour la journée de temps, c'est tant. Et ils ont le système là, ils écrivent mal et ils font exprès. C'est les chiffres qui sont bien écrits. C'est les chiffres qui sont bien écrits. Le reste là, vous ne pouvez pas lire. Les jours de hospitalisation. Vous voyez, c'est le chiffre qui est bien écrit. Les lettres là, vous... Ah, monsieur. Maintenant, il y a un autre système qu'ils ont pris. Maintenant, on prolonge un peu les jours d'hospitalisation. Si vous pouviez même faire 3 jours à l'hôpital ou bien vous soigner à partir de la maison, venir juste à l'hôpital pour les check-up, on vous fait rester à l'hôpital même 7 jours. Je vous dis, monsieur Michel, ils écrivent mal, on ne peut pas lire. On lit bien les chiffres. Bien écrit, bien. Donc, quand vous prenez, c'est le chiffre que vous regardez. Madame, c'est quoi ici? Elle dit que monsieur, c'est ici que vous sortez. Donc, dans une hospitalisation, quand on parle de surfacturation, comment une chambre de 10 000, après 3 jours,
vous vous retrouvez à payer 45 000, 60 000. Voilà. On vous dit qu'on a inclus la moustiquaire, on a inclus la laiterie, on a inclus ceci, on a inclus la télé, la clim. Mais attendez, mais je veux bien comprendre. À un moment donné, non monsieur, vous n'êtes pas au courant, les prix ont changé. Mais c'est quand même faux. Enfin, je voudrais, avec votre permission, dire qu'au-delà de la surfacturation, il y a un fait qui est très choquant dans les hôpitaux. Et là, je parle encore de l'hôpital central de Yaoundé précisément, notamment au niveau des curies, le centre des urgences de Yaoundé. Allez voir comment on traite les gardes malades dans cet hôpital. Vraiment, je regarde la caméra parce que je suis un Camerounais, parce que j'y ai amené, je ne sais pas combien de malades là-bas. Je vous dis, les gardes malades sont méprisés. Il y a un petit coin à l'extérieur qui en réalité, c'est le coin des visiteurs. Où on doit venir, on veut rencontrer un malade, on doit attendre les heures de visite et rencontrer un ressorti. Allez voir comment on méprise les gardes malades là-bas. Ils dorment à la belle étoile. Je parlais bien des curies. Je parlais bien des curies à l'hôpital central. Ils dorment à la belle étoile. Ils ont même un coin. Allez voir. Je vous dis, c'est extrêmement grave. Si on n'en parle pas, on dira qu'on n'aime pas le Cameroun ou qu'on ne dit que ce qui ne marche pas. Je vous dis, s'il y a quand même une chose à faire, c'est d'abord de respecter même le garde malade. C'est très grave, monsieur Mathieu. Nous avons 8 universités d'État au Cameroun. Donc, en principe, on devait avoir au moins 8 CHU. 8 CHU. Donc, là où on crée une faculté de médecine, il devait y avoir un centre hospitalier universitaire. À Yaoundé, il y en a qu'un seul. Qui est même en état de délabrement avancé. La vétusté partout. Donc, il n'est de CHU que de nom. Donc, lorsque ça n'existe pas, le reste devient, j'allais dire, du saupoudrage. Or, nous sommes là en matière de sciences exactes. Vous avez posé une question tout à l'heure. Justement, c'est pour ça que l'OMS ne veut pas le développement de la médecine africaine. Mais les pays comme le Kenya, le patient, même le médecin qui vous prescrit, il a le choix, il vous dit, vous voulez ça en produit naturel ou vous voulez ça en produit occidentalisé et tout. Vous allez en pharmacie, vous avez les deux rayons. Or, dans notre pays, ça date depuis 1975, oui, qu'on a mis en place l'Institut d'études médicales et des plans de médecine. On devait aujourd'hui être en train d'avoir des médicaments améliorés. Et on ne fait pas de ça. Et même les assureurs ne vont pas vous payer. Ah, bon, qui vous a soigné au Covid, bon, on ne connaît pas ça. Donc, justement, c'est cela. Or, comment vous pouvez expliquer qu'un médecin, Dr Faisal, il meurt dessus de morsures d'un serpent? Ce n'est pas possible. Dans un pays tropical, où il y a des herbes à côté qui soignent les trucs, c'est serpent. Dr Faisal. Or, lui dépensait, il était de la trempe de Dr Kamta et Yves Basson. Il sortait de son argent pour soigner les malades. Mais il en a du morceau de il serpent. était à Poli, au nord. Donc, il faut ces choses-là, il faut les dire. Donc, en tout cas, on a décidé d'assassiner les populations camerounaises. Mais ce qui est curieux, c'est que les populations camerounaises sont les plus... Comment est-ce qu'on peut même les qualifier? Mes chers amis, quand on vous rend pauvre, le matin, la première chose à faire, c'est que, ouais, on va manger même quoi aujourd'hui? Donc, vous voyez les enfants, madame vous regarde, les enfants vous regardent. Peut-être même si vous êtes en location, le bailleur, vous commencez à gratter la tête, on va manger quoi? Donc, vous n'avez pas la possibilité de vous organiser pour aller créer un collectif de défense de ci, de ça. Même quand vous tentez de le faire. Attendez, c'est le BIR, c'est le GSO. C'est pas éternel, Boumou Bengan. Le peuple camerounais n'est pas dupe. Il est en train de se réveiller. Et chaque jour, croyez-nous, des choses se font pour l'avenir. Karine Sonsa, les messages de nos téléspectateurs ce matin. On a dit à ma soeur qu'elle devait accoucher par césarienne parce que l'enfant était mal placé. J'ai refusé catégoriquement. À la fin, curieusement, elle a accouché par voie basse sans problème. Braquage médical. Enjoui le Camille qui écrit. Soyons justes, nous avons 3 catégories de médicaments sur le marché, comme nous avons plusieurs catégories de césariennes sur le plateau. Donc, les prix doivent différer. Nous avons également les catégories d'hôpitaux dans nos villes, première, deuxième et troisième catégorie. L'Opoldan
Chumi qui écrit. Chaque infirmière vient même avec ses propres produits pour vendre aux patients. Lorsque le docteur finit de faire la ronde avec les auxiliaires et te donne une ordonnance, l'autre vient derrière te demander d'attendre un peu, de peur que tu partes acheter ça en pharmacie. C'est vrai que ça change Jordiane, la vie aussi. Chumi. Mais le problème, c'est forcément parce que ces médecins sont mal payés au Cameroun. Oui, Hein? on ne peut pas leur en vouloir pour ça parce qu'ils facilitent aussi la vie. C'est parce aux que les malades, hein. journalistes sont mal payés qui rendent de mauvaises informations. Voilà. Non, mais acheter Non, les non, non, gants, arrêtez, acheter les gants, c'est c'est parce une que les journalistes infirmière, sont mal payés C'est qui donnent de mauvaises informations. Non, la comparaison, j'en ris parce que c'est la version et la comparaison qu'il établit justement. On est tous d'accord. On est tous Parfois, d'accord. on vous demande de partir de votre chambre pour aller acheter une seringue ou bien des gants. Et le temps de descendre, vous voyez que ça fait long. Alors que l'infirmière vous dit que j'ai même les gants ici dans Il ma... ne dans doit ma- pas C'est même- avoir. on ne doit même jamais demander au patient d'aller L'infirmière ne acheter doit le pas Personne avoir. ne médicament. demande. On ne peut pas demander à un patient d'aller acheter la seringue. D'aller acheter Monsieur le Michel gaz. Gatien, C'est pas possible. Expliquez-moi, d'où vient-il que le médecin vous a dressé une ordonnance? Que vous arrivez en salle, vous êtes d'hospitalisation, l'infirmière biffe et vous fait une autre ordonnance. C'est générique. C'est quoi? C'est générique. On Pardon, appelle ça générique. prenons les messages, je vous en prie, Karine. Elle accouche par césarienne et combien sortent vivantes de cette action? Pourtant, elles peuvent être en travail et accoucher normalement. Ouf. Nous espérons simplement que les assurances qui seront choisies ne tomberont pas dans cette mafia. Mamie Tonta Prada qui dit qu'une vidéo circule sur la toile où une femme a reçu une transfusion sanguine d'un sang infecté d'hépatite. C'est très grave. Je rappelle que cette femme est décédée quelques années plus tard de cette maladie. Et c'est pas croyable ça maintenant. Est-ce qu'on fait les transfusions sanguines aux patients sans contrôler ou sans on administre sans Non, contrôler? le sang qu'on va acheter est un sang traité. Mais maintenant, les donneurs, vos donneurs, ils donnent là-bas et ensuite, on va Non, faire je les devrais examens. tester. Il y a C'est des pour zones, ça il y a que- des zones où on ne traite même pas le sang, on renvoie. On ne traite pas le sang. On a eu plusieurs cas de personnes infectées au VIH avec l'affaire de sang, de transfusion sanguine. Je peux vous dire, peut-être c'est maintenant que ça s'est amélioré, mais il y a des formations où quand les gars viennent, vous venez faire le don de sang, il y a des soucis de réactifs. Ils n'ont pas de réactifs, ils n'ont pas de produits pour faire des tests. fait comme ça. On prend en glace. Maintenant, quand vous arrivez, qu'il y a des cas, il faut sauver votre patient, votre malade. Vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Parfois, c'est le plancton qui est caché derrière, qui vous dit que maman, il y a le sang là-bas derrière. Comme ça, c'est gros. Ce que vous dites est très grave, Mais si, monsieur je le dis, Batou. on a attrapé extrêmement plusieurs, on a compliqué, hein. attrapé, c'était à l'hôpital central, on a attrapé, il y a des gars qu'on a attrapé qui Mais- sont même mais encore les il y a gars. une chose que je ne comprends pas. Lorsque vous avez un malade, que vous amenez à l'hôpital et on vous dit il faut du sang. D'accord. Vous devez payer 40 000 hein, pour 2 poches de sang. Mais en dehors des 40 000 francs que vous devez payer, ramenez-nous encore 2 ou 3 autres donneurs. 4 pour 2 poches. Parfois 4. Alors, si vous ne ramenez pas ces donneurs, On vous vend pas le sang. on ne vous vend pas le sang et le malade, lui, il est en train de perdre la vie. À l'hôpital Et on camerounais. demande aux gens de donner le sang gratuit. Et on vous demande, mais nous on a On le sang organise des gratuit campagnes. dans les établissements, au lycée, nous donnons le sang gratuitement tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on peut donc faire? Ils vous ont dit que sur 10 donneurs, il n'y a qu'un seul qui est bon. Le reste, on jette. Merci beaucoup. Et vous profitez du pain sardine, du lait. Les messages, Karine, les messages. L'histoire du jour reflète encore plus comment notre société fonctionne. Non seulement il veut que la fille avorte et n'est pas punie, mais également il réclame le petit-fils et trouve le moyen d'user de ses relations pour menacer les autres. Pardon. Non, c'est la version du petit. C'est la version du Non, petit. même si Maintenant, c'est on ça, va Charles demander la Lamel, version des personnes le en fait de face. prendre une mineure, ça, c'est la société C'est doit pas faux. l'accepter. Nous n'avons la fin de Dieu. Non, il faut quand même qu'on soit un Si tout c'est petit ça, on peu va aller sérieux. interroger les mariages forcés. hein. Oui, mais justement, on ne veut pas les Si mariages c'est ça, on va forcés. aller interroger les mariages. Le mariage forcé n'est pas tout. Il Allez. arrivait des situations On va express. interroger le mariage des filles de 16 ans. Non, non, On va Mais c'est pas on va partout. tout interroger. Dominique, Monsieur. nous pouvons être sur ce plateau. Et je me lève, je vous appelle, je dis, au vu de ce qu'on partage sur ce plateau, je souhaiterais que le fruit de vos entrailles, s'il est féminin, appartienne désormais à ma famille. Je cherche un garçon, je commence à douter. Vous me dites, ok, il n'y a pas de problème. Dès le ventre, je vous donne déjà la caution de ce qui sortira. Ça se fait avec des familles. Ou lorsque, même parfois en cause même, entre amis, on dit qu'il faut qu'on garde notre amitié, nos liens. Je souhaiterais que nos enfants se marient.
Il dit, il n'y a pas de problème. On met les mécanismes, ils vont dans les mêmes écoles, on met les mamans à contribution qui organisent pour que le mariage arrive. Donc quand vous parlez de mariage forcé... C'est les ça existe ou ça n'existe pas? Ça n'existe pas dans la culture bantou. Sauf qu'on nous a présenté des cas ici. Faites pas comme si ça n'existait pas. C'est pas bantou, allez, ça existe personne dans... ne parle des bantous, Si. bon, personne n'a parlé des bantous. D'accord. Personne ne parle des bantous. Je sais pas pourquoi. Il faut, non, non, il faut mais donc les mariages le dire là où ça forcés existe. avec les petites filles de 16 ans, 12 ans et tout, ça existe. Non, c'est une tradition musulmane. Vous le verrez en Afghanistan. En Afghanistan, c'est la tradition qu'ils ont transférée partout parce que beaucoup de bantous se sont islamisés. Ce n'est pas parce qu'il est d'origine bantou, il est noir, vous pensez, ah oui, c'est les bantous. Vous verrez ça en Afghanistan, en Arabie Saoudite et tout. Le mariage qu'on peut dire forcé et qui a été mal interprété par des anthropologues, c'est ça que Charles Hamel vous dit. On est des amis. Voilà. J'ai dit, mon premier fils, nous allons faire que. C'est pour cette raison, quand la fille commence donc à grandir, à avoir des seins, on dit, non, maman, on préfère telle famille. C'est comme ça que ça se faisait. Merci. Mais maintenant, on est traduit en comme si c'était mariage forcé. Non. Maintenant, il y a des gars dans la société, vieillards comme moi, qui a des, comment je vais dire ça, qui n'a des écarts de conduite. Il tombe sur les jeunes filles qui peuvent être ses petits. C'est ça, on condamne. Très bien, merci. Et vous avez même des règlements de dettes. Il y a des gens, parce que je vous ai prêté de l'argent, j'ai pris beaucoup de votre argent, je ne peux pas vous rembourser. Vous décidez de venir prendre une de mes filles en compensation. Je donne. Voilà des choses qu'on décrit. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on décrit. Et c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Merci beaucoup, monsieur Mbachou. Merci. Merci à vous, madame, messieurs. Vos réactions sont vraiment nombreuses sur la page 10-12 le Zénith sur Facebook, y compris Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live. Merci pour vos nombreux encouragements. Merci pour vos nombreux messages laissés parfois dans nos inbox. Merci également de nous faire passer vos histoires. Dominique Audrey, on les lu renvoie très souvent. N'hésitez pas, si vous en avez, on tentera notre façon de débattre et surtout d'apporter des lumières aux problèmes que vous avez au quotidien. Dans un instant, la revue des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait le buzz, Karine? Qu'est-ce qui fait parler la toile? C'est 24 heures. La carte nationale d'identité. Encore. Les Camerounais en ont marre. Ils demandent tous leur carte nationale d'identité. Il y en a qui ont effectué toutes les procédures depuis 2018, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de carte nationale d'identité. On a déjà prorogé, mis les cachets sur la carte jusqu'à... Il n'y a même plus l'espace pour déposer les cachets. J'ai rencontré un des Camerounais à qui on a dû coller un format à l'arrière de son récépissé où on ajoute les cachets sur ce format-là pour qu'il puisse se déplacer normalement dans les villes du Cameroun. Au Cameroun, les Camerounais, ce qui a fait en sorte que ce sujet nous intéresse vraiment aujourd'hui pour cette revue des réseaux, c'est que lorsque le président de la République hier a publié sur son compte, sa page Facebook, sa rencontre avec le Premier ministre équato-guinéen, les Camerounais ont fait des commentaires qui allaient plutôt vers la carte nationale d'identité. Monsieur le Président, c'est bien, nous on veut la carte nationale d'identité. Monsieur le Président, à quand la société de la carte nationale d'identité? Monsieur le Président, il faut dire au SGP, c'est quoi? SGPR. Voilà, ou encore à la délégation VGSN nationale de nous lever les cartes nationales d'identité. On souffre, on en a marre. C'est pareil avec les passeports, donc les commentaires étaient comme ça. Tout le monde veut une carte nationale d'identité. Ça veut dire que combien de Camerounais finalement n'ont pas de carte nationale d'identité? La question, bien évidemment, combien sont des sans-papiers dans leur propre pays? La question est au centre des réflexions sociales aujourd'hui au Cameroun. Bonbon Bendian Kandji, présent sur ce plateau, n'a pas de carte nationale d'identité. Donc vous n'êtes même pas Camerounais. Même pas. Je dis pas. Et je vous rappelle que j'ai une de mes filles, elle a établi la sienne en début 2018, c'est hier qu'elle a retiré. Donc moi, peut-être que je vais attendre 2022. Alors, on l'a identifié, c'est le mec qui parle à Equinox, qui passe sur 10 au Zénith. On va le punir sans carte d'identité. Et donc vous êtes puni certainement. En tout cas, on espère. Comment vous, Camerounais, vous appréciez le fait de ne pas avoir de carte nationale d'identité aujourd'hui? Vous légalisez vous-même l'erreur. Nous ne légalisons pas. Non, monsieur Mbachou. Il faut le punir. Non, donnez la carte de... Non, monsieur Mbachou, on ne légalise pas. C'est qu'on tente de comprendre. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Mbombo, quand même, c'est une autorité reconnue. Pourquoi est-ce qu'on confisque la carte nationale de Bonbon Bendian Kandji? Est-ce qu'on a fait? Hein?
C'est dans quel commissariat, mon bon? C'est dans quel commissariat? Oui, c'est dans quel commissariat? Il faut qu'on le sache. Douala 4e. Ça fait combien d'années déjà? Mais c'est Yaoundé qui bloque, c'est pas Douala 4 qui bloque. Bon, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années, mon bon? C'était en début d'année. Début d'année 2020. Voilà, on est en fin d'année 2020. Ça va. En tout cas. Non, ça a été prorogé jusqu'au 31 décembre. Donc, j'ai jusqu'à la fin de l'année. S'il n'a pas fini, on va coller le format. Merci. Alors, comment vous, les Camerounais, vous parvenez justement à vivre sans carte nationale d'identité? Eh bien, pour ceux qui n'ont pas de passeport aujourd'hui, qui est-ce qu'on doit toucher? Le DGSN, le SGPR, Paul Biya lui-même, qui on doit toucher pour avoir les cartes nationales d'identité aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que le chef de l'État se rend compte que les Camerounais crient, sont aux abois parce qu'ils n'ont pas de CNI? Mbombo. Oui, c'est le délégué général à la sûreté nationale qui doit rendre compte parce que j'avais trouvé, c'est Thalès, c'est Pythagore, c'est tout ça. J'ai entendu des gens donc, et justement, quand je disais ici que le fait d'avoir procédé à la concession de la régie FERCAM le 1er avril, ça allait nous créer des problèmes. On a dit non, vous êtes toujours superstitieux, vous êtes comme ça. J'ai dit d'accord, vous créez, vous dites que vous voulez faire une carte d'identité de haute sécurité. Vous amenez le nom des bandits. Thalès était un bandit, il a volé les choses. Oui, les théorèmes des axiomes de Thalès que vous appelez, ce ne sont pas ces axiomes. Il les a volés dans les papyrus égyptiens pour publier son nom. Quand vous avez dans une entreprise qui s'appelle Thalès, vous attendez quoi? Donc c'est anthropologique. C'est anthropologique, c'est ces choses-là. Donc, non, en fait, la mafia du gouvernement fait que on fait exprès des unes là et d'autres choses parce qu'on avait décrié. Vous donnez votre identité aux étrangers. Donc le Cameroun lui-même ne peut pas savoir le nombre d'ingénieurs qu'il a, le nombre de médecins, d'infirmiers, de ceci, des agriculteurs. C'est le fichier est détenu par les étrangers. Comment vous pouvez imaginer une chose pareille? Maintenant, quand l'étranger décide donc d'établir 4 cartes d'identité par semaine ou par mois, vous allez faire comment? Vous lui avez cédé une partie de votre souveraineté. Donc vous restez là, vous croisez les bras. Donc voilà un acte qui devrait nous amener justement à descendre dans la rue. Qui de même policiers qui ne veulent pas nous donner des cartes de nous tirer dessus. Voilà. Donc les Camerounais peuvent se dire que nous voulons nos cartes d'identité, sinon nous descendons dans la rue, c'est ça? C'est une raison normale. C'est une raison normale. Donc voilà. Non, vous arrêtez maintenant d'abord, il faut encore nous. La société civile peut maintenant commencer à agir. C'est très compliqué. C'est trop. Dominique Audrey. La mienne périme bientôt donc. Asia. Non, j'ai encore 5 ans. Dominique. Nous vous écoutons, Dominique. Qu'est-ce qui peut expliquer que le gouvernement ne fasse pas tout ce qu'il faut pour que les Camerounais lèvent les 40 millions aujourd'hui, personne ne pense 40 millions. Que nous ayons nos cartes nationales d'identité. Qu'est-ce qui... Non, il faut rester sérieux. 25 millions, on était en 1994. Entre 1994 et 2020. S'il y avait eu quelque chose de ça. On avait dit qu'on devait être à 40, mais comme le résultat dans les estimations de 40 millions n'était pas sorti, on fait comment? On ne connaît pas. Oui, on reste quand même dans les prévisions qu'Aïdjou avait laissées qu'en 2020, on est susceptiblement, on était censé être à 40 millions. Donc nous sommes susceptiblement à 40 millions de Camerounais aujourd'hui, qu'on ne dise pas le contraire. C'était bien pensé. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne se bat pas nous remettre nos cartes nationales? Ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur priorité aujourd'hui. Vous savez, on a le corona qui fait que on se mobilise de ce côté. Je dis n'importe quoi. C'est qu'on veut dépasser. On vous comprend. En 2018, il n'y avait pas corona. Et c'est grave parce qu'on se rappelle que la semaine dernière, avec une colère de M. Mbachou, je crois le ministère des Affaires sociales a ajouté au problème des cartes simples la carte nationale d'invalidité. Oui. Donc il y a un autre problème qui s'ajoute à cela. Non seulement les personnes valides n'ont pas leur carte, les invalides également n'auront pas leur carte. C'est un problème aujourd'hui. Et peut-être le fait que... Le fait qu'il soit allé sur la page du président, peut-être ça aura un impact. On espère. On aurait donc dû avoir d'autres syndicats là-bas au lieu de rester dans le syndicat de 2000.
Si on avait porté la voix de cette façon, peut-être pour les cartes, il y aurait eu quelque chose qui se soit fait. C'est quoi le problème? Peut-être des choses auraient été faites. Donc, si on a une mobilisation globale de masse de gens qui crient à corps et à cri réclamant les cartes d'identité, il y aura ça. Et il y a que parfois vous allez même dans des commissariats, vous trouvez des cartes abandonnées. C'est qui? C'est Dominique Pengou qui nous a raconté, je crois hier ou avant-hier, que elle arrivait dans un commissariat, elle avait fait la carte, on lui a dit que non, il n'y a pas ta carte. Et finalement, elle a dit à la dame que moi je vois ma carte dans le truc là-bas. La dame dit non, vraiment, il n'y a pas, il n'y a pas. La dame m'a dit que moi, je n'ai pas la force de fouiller. Je vous dis qu'il n'y a pas là et que madame, je vais m'asseoir et je vais fouiller. Elle s'est assise et elle a trouvé sa carte. Donc, certainement, il y a des cartes qui sont à l'abandon parce qu'on ne veut pas faire l'effort de vous en donner, mais elles sont là également. Mais comment on va donc faire alors pour les avoir? Et aussi, ça devient la mangeoire. Hein, parce que quand on vous attrape en route, que vous ayez même le cachet ou pas, vous payez. Prenons l'avis de Charles Amel Bathiou sur cette question qui divise les Camerounais aujourd'hui, qui divise le gouvernement lui-même et qui met à mal des millions de Camerounais. Ça ne met pas à mal le gouvernement. Ils n'en ont pas besoin. Ça ne les divise même pas. Même pas. Ils sont très à l'aise. Vous savez, M. Michel Ngattchou, ce n'est pas loin de la double nationalité. Vous avez des Camerounais qui sont français, mais quand ils reviennent au Cameroun, ils utilisent la carte nationale d'identité. Cette situation est faite exprès. Elle est faite exprès parce qu'il faut contenir au maximum les gars de la base, rester dehors, ne rentrez pas au Cameroun. On ne renouvelle pas les passeports, beaucoup ont déposé, les passeports tardent à sortir, les gars doivent revenir, les cartes sont périmées, il faut engager les procédures, ils viennent, les engagent et tout, ça traîne. Monsieur Michel Ngattchou, ça c'est une action pour nous, politique. nous sommes de la base. C'est une action, on ne fait pas des omelettes sans casser les yeux. C'est une action politique. Ça, je vous le dis, c'est une action politique. Même s'il fallait que ça sorte demain, ça allait sortir demain, M. Michel Ngattchou. C'est une action politique. Allez regarder sur Internet, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui se plaignent ne sont pas au Cameroun. Tous ceux qui se plaignent, les affaires de passeport sont à l'étranger. Oh, j'ai envoyé pour le renouvellement, j'ai envoyé pour ci, oh, j'ai envoyé pour ça, oh, ça s'est passé comme ça. De passage, j'ai fait, je suis rentré. Voilà la véritable situation qui est en train de se poser. Ce n'est pas une question de carton, ce n'est pas une question, il faut véritablement tamiser et nettoyer le système. Pendant ce temps, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Regardez que beaucoup de blocages se sont opérés depuis la naissance de cette affaire qu'on appelle la basse brigade anti-Sardina. Beaucoup de choses bloquent dans les endroits parce qu'il faut, vous arrivez à l'aéroport, on va vous scanner le visage, les yeux, les pupilles, le sourire, les dents, sur la nuque. Vous scanner pour vérifier. Ouais, bien sûr, on va vous scanner. Si bien que quand on finit par passer, on appelle les gars que combien. Si tu es sage, les arbres revenez ici. Si vous souriez un peu comme ça et que ça vous renvoie à Facebook, où vous étiez dans une manifestation, vous avez fait un sourire bizarre, vous voyez. Donc, il faut dire qu'il y a tout un ensemble de choses actuellement qui sont faites et ça n'aide pas. Je crois que c'est petit vers-là. Merci M. Bathiou. Karine Santia, on a un deuxième sujet qui nous parle ce matin. Oui, le deuxième sujet concerne cette affaire de coronavirus. Encore, le 15 décembre dernier, le ministre d'État, le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, a ordonné au ministère des Finances de décaisser la somme de 32 555 000 francs pour une mission spéciale d'audit des fonds relatifs à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Vous savez que depuis plusieurs mois déjà, le ministre Manaouda Malachi essuie une longue vague de critiques sur la gestion effectuée sur les fonds alloués pour la lutte contre le coronavirus. Ça a commencé d'abord par des hashtags de Orca. Aujourd'hui, c'est maintenant les fonds même. Vous savez que l'honorable Ninche a fait plusieurs sorties où il dénonçait ou encore il réclamait que la lumière soit faite sur l'utilisation des fonds alloués à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Et pour cela, le 21 décembre dernier, le ministre de la Santé a convié l'honorable Ninche à une rencontre pour en discuter. L'honorable Ninche a donné une fin de non-recevoir. Donc c'est de ça qu'on parle ce matin. Comment est-ce qu'on peut comprendre cet audit aujourd'hui finalement? Est-ce qu'ils ont réussi à avoir la tête de Manaouda Malachi? Combien de millions? 32 555 000. Si ça vient du secrétaire général de la présidence de la République, c'est mal tombé. C'est-à-dire, on peut soupçonner
des tentatives de détournement, de décaissement inutiles. Oui. Nous avons un ministère délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État. Qu'est-ce qu'il y a à créer une commission spécifique? Or, ce ministère a un budget. Si on veut, on revient donc à l'Assemblée nationale qui doit créer une commission parlementaire pour aller enquêter. Donc ce n'est pas au SGPR de faire ce travail. De demander qu'on débloque certaines sommes pour cela, c'est pour faire quoi? Et le Premier ministre... Qu'on demande à l'Assemblée nationale un budget. Si on crée une commission à l'Assemblée, on va prendre dans le budget de l'Assemblée pour mener une mission. Puisque là, c'est l'Assemblée qui a, à travers l'honorable Dithié, qui a déclenché le processus. Donc on confie à l'Assemblée. Mais maintenant, si on veut cacher, on demande donc au contrôle supérieur de l'État de faire ça. Voilà. Le contrôleur public, on n'a pas créé une commission où on va mettre... Il faut justement s'en méfier parce qu'en réalité, comme le dit Mbon Bengan, depuis hier d'ailleurs, ça fait parler plus d'un. Est-ce que c'est au SGPR de faire ce travail? Est-ce que ça rentre dans ses missions à lui-même? Et d'ailleurs, vous le dites très bien, il faut donc faire attention d'une tentative de détournement justement de ces 32 millions et poussières pour rentrer dans cette enquête-là. Voilà. On dépense beaucoup d'argent pour aller contrôler l'argent qu'on ne veut pas dépenser. C'est incroyable. Vous demandez de dépenser par l'argent et vous dépensez encore plus d'argent. Que tu as trop dépensé, tu as détourné. Et le Premier ministre maintenant, on débloque l'argent pour aller contrôler ce que tu as dépensé. Et pourtant, le Premier ministre, c'est celui qui gère en réalité les questions liées au Covid. Ce n'est pas le chambre des comptes. Est-ce qu'il a même dit sur instruction du président de la République? Non. Il n'y avait pas ça sous voilà, ça. Il n'a même pas dit sur haute instruction du président de la République. Là, on aurait pensé qu'il y a de la délégation de pouvoir dont on lui a fait part. Or, il est qui? Il n'a pas à faire ça. Je vous ai dit tout à l'heure. Il a un chef de gouvernement, donc il veut dire, comme vous disiez tout à l'heure, avec les informations qui circulent. Mais ça, c'est pour donner au Consupé. Wikileaks est en train de faire des révélations très graves. L'argent là, c'est pour donner au délégué à la présidence de la République chargée du contrôle supérieur de l'État. Non, pour réaliser il a un budget. Non, Karine. Il a un budget. Non, permettez, pour bien faire réaliser justement ce qui a été écrit. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir débloquer, mettre à la disposition du ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État une dotation de 32 555 000 francs destinée à la couverture des frais relatifs à la mission portée en objet. L'objet, c'est mission spéciale d'audit des fonds relatifs à la lutte contre le Covid-19. Il n'est pas le Premier ministre, il n'est pas le président de la République. S'il agit sur délégation de pouvoir, il dit sur haute instruction du chef de l'État. Oui. Maintenant, cela veut dire que ce ministère a son budget. Est-ce qu'on prend dans le budget de ce ministère? À ce moment-là, le Premier ministre instruit seulement le ministre en charge du contrôle supérieur de l'État de procéder à une enquête pour lui donner les résultats de l'enquête. Et le Premier ministre je ne sais pas si je devais dire annoncé, mais c'est la Chambre des comptes de la Cour suprême qui est censée auditer par rapport au Covid et non le effectivement, vraiment. Donc maintenant, ça fait deux... Regardons où on nous amène, mais restons vigilants, je vous en prie. Merci à vous, madame, messieurs. Allons saluer Consti Lamine qui est avec nous ce matin. C'est le 24 décembre. Il a encore des cadeaux pour nous. Bonjour Consti. Alors bonjour Michel Gatou, joyeux Noël à toi Michel Gatou, joyeux Noël à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin. Et merci à tous les spectateurs de cette émission et merci à tous les clients des magasins Sorebco. Et parmi ces clients, je tiens à remercier de la plus grande des manières un client exceptionnel. C'est un monsieur arrivé au Cameroun, il a décidé de faire ses achats uniquement dans les magasins Sorebco. C'est bien entendu le directeur général de My Choice, monsieur Kamga Elvis, qui est un très grand client des magasins Sorebco, à qui je dédie cette émission ce matin. Alors, chers téléspectateurs, il est question, bien sûr, d'aller dans les magasins Sorebco. C'est un 24 décembre, pas comme les autres. Nous sommes ouverts jusqu'à 18h pour le compte de ce 24 décembre 2020 et nous vous permettons d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. On parlera bien sûr ce matin des cuisinières, on parlera des réfrigérateurs, on parlera de plusieurs autres articles. Question d'arroser vos fêtes de Noël et de Nouvel An. Rendez-vous dans les magasins Sorebco. Une vente exceptionnelle sur une marque mondialement reconnue, la marque Nexus. Oui, cette marque-là qui fait la fierté des Américains, qui fait la fierté des Européens, qui fait la fierté des Africains, c'est bien entendu la marque Nexus. Nous
allons tout de suite commencer par la première vente de ce matin. C'est une cuisinière 5 foyers. Oui, elle est de qualité, elle est d'origine. Vous l'avez dans les magasins Sorebco à un prix vraiment dérisoire. Je dis bien une cuisinière 5 foyers. Vous l'avez dans les magasins Sorebco à 270 000 francs. Chers téléspectateurs, du côté bien sûr des magasins Sorebco. Et une cuisinière achetée vous donne droit à un fer à vapeur de qualité. Évitez d'acheter n'importe quelle cuisinière. Les cuisinières de qualité, que ce soit pour les restaurants, que ce soit pour la maison, que ce soit pour, pour les revendeurs, allez dans les magasins Sorebco et achetez une cuisinière 5 foyers et recevez gratuitement un fer à vapeur de qualité supérieure. Nous restons toujours dans les cuisinières pour parler de plus en plus de notre modèle de cuisinière, chers téléspectateurs. Une cuisinière encore chez Sorebco. Regardez bien sûr le prix qui s'affiche à l'écran. Les numéros de téléphone, vous les avez. C'est neuf, c'est dans le carton, c'est avec garantie. Ça se passe dans les magasins Sorebco, que ce soit à Douala, à Yaoundé, à Garoua et Boloba. C'est le même prix dans tous les magasins Sorebco. Une cuisinière de qualité à un prix vraiment dérisoire, accompagné bien sûr de fer à vapeur pour faire gratuitement. On parle également de plus en plus, toujours dans les magasins Sorebco, cette fois-ci, chers téléspectateurs, on parle également d'un réfrigérateur. Ah ben oui, regardez bien sûr l'offre spéciale. Oh là 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 là. Est-ce qu'on doit encore garder les aliments chez les voisins? Chacun devrait avoir un réfrigérateur de qualité et pas n'importe lequel. Vous avez un réfrigérateur 330 litres à 295 000 francs dans tous les magasins Sorebco. Voilà, Constillami, nous vous disons merci infiniment ce matin d'être passé par là. Et surtout, nous allons demander aux internautes qui nous laissent des messages sur la page Equinox TV. Soyez très gentils avec le type de messages que vous laissez parce qu'on n'arrête pas de rire depuis un petit moment. Et respectez quand même les autorités de la République. Je vous en prie, c'est très important. Allez, nous allons vous quitter aujourd'hui en vous donnant rendez-vous le lundi parce qu'en fait, demain c'est le 25. On se retrouve demain? Entier. Non. On se retrouve demain ici? Non. Non. Vous pourrez être ici, assis là demain. Allez, passez. Mais si vous voulez, vous venez. Voilà. Passez On une se retrouve très tout bonne de même fête. à la radio parce qu'il y a des programmes qu'on a mis à la radio. Donc je suis à la radio à 4h. 12h, moi 12h. Et moi, c'est 8h, 10h. Voilà. Demain. Passez une très bonne fête justement de Noël. N'oubliez jamais, madame, messieurs, que vous devez vous intéresser aux affaires de la République. Et vous devez vous intéresser à la politique. Car si vous ne faites pas la politique, elle vous fera. Et au pire des cas, la politique va vous broyer. Ouvrons les yeux. À lundi.